C'est lundi, fidèles téléspectateurs de la chaîne des 10 régions, bienvenue à cette sortie de votre programme. On refait la presse, c'est parti pour une semaine, 4 jours de lundi à jeudi, 13h, 14h30 sur les antennes de CAM10 Télévision. On se donne rendez-vous et puis nous sommes là pour honorer à ce rendez-vous avec mes invités. Nous aurons l'occasion d'aborder les thématiques, tout simplement l'information grâce à nos confrères de la presse écrite qui nous ont produit toutes ces informations à profusion contenues dans les journaux parution de ce jour. Nous aurons l'occasion de dérouler les différents journaux passés à la Select et puis nous allons revenir en débat tout simplement pour passer un décryptage en bonne et due forme pour vous permettre à la maison d'avoir l'essentiel de l'actualité. Alors qu'on s'approche, on se rapproche des échéances électorales 2020, on parle des élections législatives, municipales et même présidentielles. La course à la succession est donc lancée. Si bien sûr succession il y aura et tous les coups sont permis. On va parler de ces acteurs politiques qui, dans des alliances ou alors de manière isolée, essayent donc de mobiliser le parti pour la réussite de celui-ci. Fidèles téléspectateurs, restez connectés puisque nous en parlons vers la dernière partie du programme. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de trois choses, tout simplement. Trois célébrations sont donc à l'ordre du jour. On a premièrement la semaine internationale de la courtoisie au volant. On a également la journée mondiale du recyclage. Et pour terminer, la journée mondiale de la schizophrénie. Trois journées qui ne faudrait pas manquer. Ou tout simplement, il ne faudrait pas passer, balayer d'un revers de main. Nous allons en parler dans une mise en bouche. D'ailleurs, je m'avais vous présenter mes invités déjà installés sur ce plateau. Je vais commencer par la dame, Ladies Before Gentlemen. Ne me crucifiez pas, il faudrait bien, lorsqu'on a une dame sur le plateau qui vient me renforcer un tout petit peu. Donc on va commencer par elle. Elle, c'est donc Michel Florence Dikoumé qui est donc sur ce plateau. Et elle vient à bras le corps comme ça représenter le comité central du RDPC. Bienvenue sur ce plateau. Merci Claudia, bonjour à vous, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les militants du RDPC à l'écoute. C'est un plaisir pour moi de me retrouver à On refait la presse. Je crois qu'aujourd'hui, les trois thématiques soulevées pour la journée internationale trouvera un écho favorable sur ce plateau. Merci bien. Avec elle également, on a donc l'analyste socio-politique. Lui, c'est Esaïe Ateba. Bienvenue sur ce plateau. Merci Claudia, je suis ravi encore d'être sur ce plateau. Je vais juste passer mes salutations à vos fidèles téléspectateurs et à mes copanélistes qui sont sur le plateau et bien évidemment à Madame Dikoum avec qui c'est la première fois que je fais un plateau et que j'ai toujours eu, je peux dire, l'admiration de regarder à la télé et la rencontrer sur un plateau. C'est bien évidemment quelque chose qui fait plaisir. Bon, je vais juste dire bonne émission à nous. D'accord. Merci bien d'être sur ce plateau. Un autre visage que vous avez l'habitude de voir. Il se sent d'ailleurs très à l'aise en matière sur les questions économiques. Lui, c'est donc Martial Obiona qui nous a rejoint, le directeur de l'information du journal Conjoncture économique. Bon après-midi. Bon après-midi Claudia, c'est toujours un plaisir partagé d'être là tous les après-midi pour dans le cadre du programme On refait la presse. Je profite également de cette parole pour souhaiter la bienvenue à tous les panélistes ici sur le plateau, aux téléspectateurs et internautes de CAM10 Télévision. Merci bien. Avant la mise en bouche, on va permettre également à un autre acteur d'être présenté sur ce plateau. Il s'agit de Gabriel Noy, qui est donc le directeur de publication du journal Éveil d'Afrique. Bienvenue sur ce plateau. Merci Claudia. Bonjour à tous les panélistes, à tous les téléspectateurs de CAM10 TV que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui parce que je suis quand même une ancienne de cette maison. Oui. Et il y a quand même longtemps un certain temps, je ne suis pas passé par ici parce que j'ai été affecté ailleurs, peut-être hors de la ville. Et ça fait que quand je reviens aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et j'ai suivi les trois thématiques. Je félicite la seule dame qui vient vous porter secours. Et permettez-moi aussi de féliciter la maison parce qu'elle se porte bien quand même.
Plus d'1 an après mon passage, tout va bien tel que je vois, et vous aussi. Dans tous les cas, bon retour donc sur les antennes de Cam 10 Télévision, la télévision républicaine. Et comme je le disais, on a 3 thématiques qui nous serviront de mise en bouche très rapidement avant que d'entrer en kiosque ce matin. Vous allez faire le choix. On a parlé de la semaine de la courtoisie au volant. On parle également de la schizophrénie. Et aussi, on parle donc de la journée mondiale du recyclage. Vous choisissez le thème qui vous suit. Choisir le thème relèverait quand même de quelque chose d'assez compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la courtoisie au volant, on parle de la schizophrénie. Je crois que c'est 2 thématiques qui s'embrassent. Parce que généralement, quand on a un schizophrène derrière un volant, on s'attend justement dans la circulation à un type de comportement souvent hors norme. Le schizophrène, la schizophrénie déjà qui est une maladie de l'âme, qui entraîne des troubles de comportement, pourrait très bien, ça dit qu'un schizophrène derrière un volant sème la panique lorsqu'il est en pleine circulation. Ce sont des golibets qui vous envoient, ce sont des injures, il ne souffre pas à attendre, il faut jamais passer avant lui et tout. Donc c'est pourquoi j'ai dit... nous avons intérêt dans notre société aujourd'hui de nous regarder parce que la pression sociale au Cameroun en ce moment fait beaucoup de malades psychologiques parmi nous et des malades parfois qui ne se connaissent pas et qui ne s'identifient pas comme tels. Et difficilement chez nous en Afrique, on va chez le psychologue ou chez le psychiatre. Nous, quand ça arrive, non, depuis un certain temps, il est nerveux. On est loin de chercher à comprendre pourquoi est-ce que depuis un certain temps, on dit bien un certain temps, tel peut être nerveux. Non, celui-là, nous ne connaissons pas. Nous sommes nous imaginer que le trouble du comportement peut émaner de quelque chose de très profond en nous. Et nous réalisons aujourd'hui, je ne sais pas à quoi c'est dû, ce sont les vicissitudes de la vie, peut-être la pression sociale, comme je disais, ça peut être l'inflation actuelle, ça peut peut-être être autre chose. Difficilement, maintenant, on trouve des gens courtois, hommes comme femmes. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt à se crêper le chignon, prêt à s'agripper. Même celui qui est même devant, qui est en carrefour, qui est chargé de réguler la circulation, lui-même souvent n'est pas du tout facile. Il confisque un dossier, il ne sait pas qu'en le faisant, il crée un bouchon. Et tout de suite, pourtant, il se met à faire le contraire de ce pourquoi il est arrivé là. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon, on a mis une version qui sort de part et d'autre. Non, les gens dérangent. Mais ce policier, l'exclame des raisons d'être... Bref. On entend un peu de tout. Donc, c'est pas facile de dissocier les deux. D'accord, c'est pas facile de dissocier les deux. Je sais pas si Esaïe Ateba pense pareil. On va parler de schizophrénie ou alors on parle de cette courtoisie au volant lorsqu'on connaît nos chauffeurs dans la cité capitale. Non, c'est vrai que je vais dire qu'il y a un problème de comportement aujourd'hui au Cameroun parce que c'est presque tout le monde. Lorsque vous prenez un taxi, vous prenez un moto-taximène et tout le reste, la courtoisie, ce n'est pas la chose la mieux partagée dans notre société aujourd'hui. Vous partez, même si on parle seulement du volant, mais même quand vous partez au marché, vous partez même faire la recette à une dame, mais elle ne vous prend pas facilement. Ça veut dire que si vous essayez même de discuter le prix, elle commence à vous envoyer des injures. C'est pour ça que je dis qu'il y a un réel problème social au niveau de cette éducation, au niveau des mœurs aujourd'hui. Et je pense qu'il faut refaire un peu la morale de l'ensemble des Camerounais. Je suis totalement d'accord avec Madame Djikoum qui a aussi cette pression sociale aujourd'hui qui pèse un peu sur les Camerounais, qui fait en sorte que tout le monde est sous tension, tout le monde est énervé. Oui, on peut parler de schizophrénie, c'est-à-dire on a l'impression que tout le monde a peur de tout le monde se méfie de tout le monde est sur ses gardes face à tout le monde, ce qui fait que ça crée un peu les rapports sociaux qui deviennent en quelque sorte compliqués entre les Camerounais, parce que même le voisinage, les rapports de voisinage ne sont pas faciles, les rapports patron-employé, ainsi de suite. On a une attitude où chacun est dans une sorte de défiance avec l'autre et chacun veut prouver qu'il a le pouvoir face à l'autre, chacun veut montrer à qui que tu sais qui je suis ou je ne sais pas quoi. Ce sont des comportements qu'on rencontre partout. Et je dis, ce sont des choses, ce sont des journées qu'on doit prendre effectivement en considération et qu'on doit réussir de refaire la moralité des Camerounais. D'accord, il faudrait quand même dire que la schizophrénie aujourd'hui, bien que les causes ne soient pas véritablement connues, parce qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont dormies, il faudrait quand même dire qu'au Cameroun, on a beaucoup de problèmes de santé mentale, parce que il y a tellement de problèmes, on ne sait pas à quel moment, à quel sens se voir, et puis du coup, on peut carrément perdre la boule et se retrouver en train de manifester carrément les symptômes de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre? Ce qu'il faut spécifier, c'est que quand on étudie la question de la schizophrénie,
La schizophrénie prend plusieurs tendances. On a une schizophrénie clinique, on a aussi le volet social, le volet même socio-économique. Oui. C'est des aspects qu'il ne faut pas négliger. Et puis, le dernier rapport 2022, le rapport 2022 de l'OMS situe à près de 170 000 personnes, de personnes qui souffrent de schizophrénie au Cameroun. Et on évalue la tranche d'âge entre 15 et 35 ans. Et sur un point de vue clinique, l'OMS situe ce chiffre-là et puis cette classe-là parmi la plupart du temps en avant, ceux qui sont accros aux produits psychotropes, aux drogues et tout ce qui va avec. La question de santé mentale au Cameroun sont un réel problème, mais qui se heurte à quelques mythes dans notre société. Parce qu'on a observé que dans notre société aujourd'hui, quand on a affaire à un schizophrène, il est facilement assimilé à un sorcier, avec tous les noms qui déambulent autour. On peut quand même se réjouir aujourd'hui que les autorités camerounaises aient pris des dispositions en créant au niveau de l'hôpital Jameau de Yaoundé ce qu'on a appelé le village de l'amour, ou lorsqu'on recense et il y a un suivi psychologique de ces personnes-là. En gros, le schizophrène n'est pas le sorcier que tout le monde peut se donner l'impression qu'il est. C'est une maladie pathologique, c'est une pathologie. Donc, il est préférable souvent d'apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'assistance à ces personnes qui présentent ces troubles-là. D'accord, merci beaucoup. Et si on parlait de recyclage avec vous, Gabriel Noir, parce qu'il faudrait dire que c'est aussi un sujet qu'il ne faudrait pas élaguer simplement, à cause du fait que de plus en plus, on a donc la pollution de l'environnement et du coup, les changements climatiques à cause de ces déchets qu'on n'arrive pas à recycler, particulièrement au pays. Oui, justement, je suis très à l'aise et je vous félicite d'abord pour le thème que vous avez pris s'agissant de ce problème de la discourtoisie. Oui. La discourtoisie en milieu social. Parce que vous avez limité ça au niveau du volant. Oui. Mais je préfère plutôt que ce soit parce que mon voisin Isaïe a parlé des milieux partout où vous allez, vous voulez acheter quelque chose. La commerçante à qui vous apportez la recette, elle est là, vous venez justifier sa journée, mais elle vous agresse. Ouais. Bon, vous voyez, ça c'est partout. En fait, c'est un problème structurel. C'est un problème structurel parce que c'est à tous les niveaux que ça se trouve. Si on aborde le sujet de la schizophrénie directement, on risque de survoler le problème de fond. Le problème de fond, c'est la précarité. Oui. Regardez un peu, vous ne pouvez pas, vous êtes agressé même sur votre lit. Parce que vous êtes couché chez vous, des jeunes gens se baladent dehors. L'autre copanéliste a parlé de la consommation des stupéfiants. Les jeunes gens se baladent avec ces produits, ces appareils sortis de Chine et ils balancent le volume comme ça leur plaît et on vous agresse. Vous n'êtes dans votre intimité, on vient vous agresser. Vous voyez, c'est grave. C'est un sujet trop profond. On ne peut pas traiter ce sujet, même si on nous donnait 4 heures de temps, on ne peut pas le traiter de fond en comble. Parce que c'est très grave. En fait, quand vous parlez de la schizophrénie dans ce domaine, oui, d'accord, mais on est même arrivé au niveau de la paranoïa. Oui. On est arrivé au niveau de la paranoïa, c'est très grave. C'est-à-dire que l'autorité, la tolérance administrative a favorisé beaucoup trop de choses. Pour être court, prenez la nuisance sonore seulement. Oui. Laissons les injures que les automobilistes se balancent dans la rue. La nuisance sonore. Il est conçu que personne ne doit nuire à autrui. Donc, lorsque vous voulez écouter la musique chez vous, c'est un volume raisonnable. Les bars sont interdits. Les bars sont interdits de jouer la musique. La musique se joue à volume dans les boîtes de nuit. Allez au Catios à 2 h du matin, mettez-vous devant la porte, vous n'entendez aucun bruit. C'est quand vous ouvrez la porte, vous entrez que vous percevez le bruit. Okay. Pourquoi le législateur a pris, permettez, le législateur a pris disposition, le législateur a pris disposition pour que personne ne soit gêné. Mais aujourd'hui, tout est galvaudé.
D'accord, merci beaucoup pour ce premier jet. C'est vrai que le recyclage est orpheline pour cette mise en bouche, mais dans tous les cas, peut-être ce fera l'objet d'un autre débat. Pourquoi pas? Nous allons rapidement prendre une toute petite respiration, question de nous plonger dans les unes. Et nous sommes en kiosque, fidèles téléspectateurs, en ce lundi 18 mars 2024. Les journaux ont encore fait couler beaucoup d'encre. Commençons avec le quotidien qui nous plonge en politique. Le journal Le Quotidien de pointer à sa grande une gestion des futures échéances électorale, l'UPC peaufine sa stratégie. Le journal nous informe que c'est ce qui ressort donc de la tenue le jeudi 14 mars 2024 à Yaoundé d'une réunion du bureau du comité directeur de l'Union des populations du Cameroun. L'initiative du président de ce bureau Aladji Baba Garba et du secrétaire général du parti politique, l'honorable Bapot Lipot. Cette concertation élargie à plusieurs autres cadres de l'UPC qui vient donc ouvrir au quotidien pour sa reconstruction et sa redynamisation, leur a donc permis de statuer sur la vie du parti, la gestion des populations dans la région du nord-ouest, sud-ouest et bien sûr des futures échéances électorales municipales, législatives et présidentielles. Le journal revient en détail dans ces colonnes. Restons en politique pour parler des élections présidentielles, transition politique, avec le journal Confidentiel qui pointe à sa grande une les non-dits de la sortie du professeur Titus Edouard à quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République se dit favorable à la mise en place d'une transition politique au Cameroun, ce qui a fait l'objet de nombreuses critiques, aussi bien au sein de l'opposition que le gouvernement. C'est donc une analyse sur cette sortie que nous propose le journal. L'Indépendant pointe manœuvre le président de la Troisième République dans un environnement de haine, de complot, de manipulation et de tentatives. Les lobbying, la lobbying à vouloir donc désorienter les décision du chef de l'État contre leurs potentiels rivaux pour la course à la succession. Tous les coups semblent permis, mais peut-il y avoir un fauteuil pour deux présidents maintenant auprès du président Paul Biya? En page 4 et 5, le journal parle davantage sur cette thématique. Info Matin quotidien parle du Parlement, l'immunité du député Jean-Michel Nietzsche, bientôt levé. Le leader du FCC, par ailleurs promoteur de l'alliance politique pour le changement déclaré illégal par le pouvoir public, avec dans le collimateur du pouvoir en raison de ses accointances avec le président autoproclamé de l'État imaginé d'Ambazoni, Ayouk També. Le journal fait bien de revenir en page 3 pour nous expliquer les détails de cette actualité. Parlement toujours, le supplice Niat pointe mutation à sa grande une. Ce matin, le journal nous informe que l'absence du président du Sénat semble être à l'origine des 2 semaines d'inactivité des sénateurs et députés. L'agenda crucial de cette session parlementaire devrait être déroulé dès cette semaine. On parle d'autre chose à présent avec le journal Conjoncture économique qui nous plonge dans la zone CEMAC. La difficile intégration 30 ans après, alors que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale célèbre ses 30 ans. Il n'en demeure pas moins que jusqu'à date, le sujet de la libre circulation soit une entorse à cette intégration sous-régionale tant prônée par les pères fondateurs. C'est donc
une introspective ou tout simplement un bilan qui nous est proposé en page 11 du journal économique. Défi actuel parle du budget d'investissement public. Les communes qui recevront donc 115,9 milliards de francs CFA en 2024. Cette enveloppe donc qui sera repartie entre 360 communes servira entre autres à la construction des salles de classe, à l'acquisition du matériel informatique dans les écoles et l'entretien des routes, nous confie le journal. Et réalité plus de Paul Ngouare Kindi qui donc pointe Nigeria, Kouseri, N'Djamena, pas de désordre ni de trafic indécent sur le corridor. On parle d'autre chose à présent et cette fois-ci c'est l'embellie du prix du cacao. Barga Tangana applaudit donc en Côte d'Ivoire. C'est donc désormais le cacao camerounais qui a donc infligé un coup de marteau au cacao ivoirien, premier producteur mondial. Le 5 mars dernier, l'on a atteint le nouveau record. Selon le communiqué du ministre du Commerce, le prix du kilogramme se situe à 4225 francs, plaçant ainsi l'origine Cameroun sur le toit du monde. On parle d'autre chose, parlons transport avec le journal La République, opération Cameroun-Grande-Bretagne, traque au navire fantôme. Le sujet était au centre de l'entretien tenu entre le haut-commissaire britannique au Cameroun, son Excellence Barry Lowen, d'une part, et le ministre des Transports Jean-Ernest Massena Galébibé. L'audience le 14 mars 2024 a permis aux équipes de se projeter sur de nouvelles perspectives dans la procédure d'immatriculation du Cameroun navire de mer, une optimisation du dispositif camerounais dans le système mondial informatique permettrait donc ainsi de lutter efficacement contre le phénomène des navires clandestins. Et l'économie et l'éducation, le billet hebdomadaire de Richard Bondol pointe une cible permanente pour faire allusion à Célestine Ketia Cortés, son militantisme reconnu au RDPC, sa fidélité et son attachement à celui qui incarne les idéaux de ce parti, son Excellence Paul Biya, son engagement à accompagner le président de la République dans toutes les réformes innovantes pour un meilleur épanouissement des populations et des communautés font d'elle une cible permanente des adeptes de la médiocrité et de la paresse des Kouba, nous dit le journal de Richard Bondol. Allons à l'extrême nord avec l'œil du Sahel qui pointe Touboro, un chef du village pendu par des preneurs d'otages. Que se passe-t-il de ce côté? Allez donc en kiosque pour pouvoir avoir d'amples informations. Parlons santé, leadership et gouvernance. Moins de 20% de femmes occupent des postes de décision au ministère de la Santé d'après le docteur Nicole Fouda Mbarga, présidente de Women in Global Health Cameroun. Il faut continuer de le plaidoyer auprès des gouvernements pour que le personnel de santé féminin, qui est donc majoritaire dans le système de santé, puisse être nommé dans les postes de prise de décision ou de leadership. Sortons en culture avec le journal La Voix des Jeunes et Gestion des droits d'auteur, la CMC pour la légalité. La Cameroun Music Corporation reste ferme sur sa position concernant le débat autour des aérés et la redevance pour la période de 2005 à 2017. Son président Sam Bédé, en véritable érudit des questions des droits d'auteur, demande le respect du protocole d'accord signé en octobre 2020 entre la CIATV et les 4 OGC agréés avant décembre 2017. Ainsi va la République ce lundi. Allez en kiosque tout simplement sur les plateformes numériques pour vous informer, mais surtout pour faire vivre la presse camerounaise. Et puis revenons pour en parler, fidèles téléspectateurs. Vous l'avez compris,
assez d'informations qui ont été choisies par nos confrères de la presse écrite. Il est important d'en parler pour permettre aux Camerounais, à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez au quotidien, d'en cerner tout le sens. Et pourquoi pas, pour commencer avec le choix de sa une, vous, Martial Obiona. Tout naturellement, mon regard se porte ce matin sur la une du journal Conjoncture économique. Pourquoi Conjoncture économique? Parce que nous sommes en pleine semaine de la célébration du trentenaire de la CEMAC. Oui. C'est un événement majeur et très important pour la sous-région qui nécessite donc qu'on révisite la CEMAC 30 ans plus tard, depuis le traité de 94 en N'Djamena jusqu'en 2024. Qu'est-ce qui a été concrètement fait? Et dans cette analyse-là, on présente des grandes avancées et des entraves à l'intégration totale au niveau de la sous-région Soumak, parce qu'on va constater qu'en 30 ans quand même, il y a des organismes qui ont été créés, la COSUMAF, la BEAC, la banque, la bourse des valeurs et autres. Tous ces organismes qui ont été créés fonctionnent à merveille. On a connu plusieurs sommets, des résolutions qui ont été prises et qui n'ont pas été appliqué. On se souvient du dernier sommet à Yaoundé, lorsqu'on a parlé de la question du franc CFA. Jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'être morte. Donc, quand on observe la dynamique des activités de la CEMAC au cours des 30 dernières années, on constate effectivement que, sur un point de vue économique, on a quand même on assiste aujourd'hui à un programme qui a été mis en place depuis 2023, qui couvre la période 2023, jusqu'en 2028, qu'on a appelé les projets intégrateurs dans la sous-région. Mais sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Elle froisse peut-être, mais c'est un fait. Quand on parle de la libre circulation des personnes et des biens, rassurez-vous, il y a encore quelques mois, on a assisté du côté du corridor Yaoundé-N'Djamena, on a assisté à des grèves sur ces tronçons-là, parce que les camionneurs estiment qu'il y a une sorte de rançonnement au niveau de la partie camerounaise. On ne va pas dire que le Cameroun est le mauvais élève, le très mauvais élève de la sous-région. On va également mentionner les situations qu'on a connues avec des citoyens camerounais du côté de Malabo en Guinée équatoriale. Donc on a tous ces paramètres-là, tous ces petits aspects-là. On a assisté il y a peu, avant que l'ancien gouverneur, le Tchadien Abbas Mahamat Toli, quitte son magistère, on a assisté à cette rixe-là entre un Camerounais et le gouverneur qui était là. Donc, quand on observe ces aspects-là, on se rend compte que d'un point de vue de la cohabitation, il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il s'agisse de la libre circulation des biens ou des personnes. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a même aussi le cadre de la culture. Parce que n'oubliez pas, Claudia, pour réussir une intégration dans une sous-région, il faut faire intervenir la culture. Ce n'est pas parce que les frontières héritées de la colonisation nous ont mis de part et d'autre des flancs. On reste quand même au niveau de la sous-région sous CEMAC un groupe de peuplades qui partagent pratiquement la même histoire, les mêmes us et cultures. Merci beaucoup. Gabriel Noah, 30 ans après la CEMAC, quel est le bilan que vous faites? Bon, parler du bilan, je ne voudrais pas aller parler du bilan parce qu'il faut être un expert dans des domaines précis pour parler du bilan. Mais je peux donner quand même mon observation, comme vous me demandez une opportunité, de donner mon avis là-dessus, dire, comme vient de dire mon prédécesseur, que pour moi, en réalité, excusez-moi, je vais dire que, permettez-moi l'expression, c'est un échec. Parce qu'on ne peut pas, 30 ans après, excusez-moi, j'ai voyagé par route. Parti par avion, je suis parti de Cotonou pour Yaoundé, par route, en 2003. Quand je quitte Cotonou, j'arrive au Niger. En tant que Camerounais, ne me permet pas d'entrer au Niger parce que il faut que je rentre prendre le visa à Cotonou pour traverser le Niger. Parce que je ne fais pas partie de la CEDEAO. Vous voyez? Oui. Bon, alors, voilà des blocages que je rencontre parce que je ne suis pas de la sous-région Afrique occidentale. Mais arrivé en Afrique centrale, je vais en Guinée équatoriale, je rencontre les mêmes difficultés.
Nous sommes en 2003. Rendu 20 ans plus tard, les mêmes difficultés. Ça veut dire que nous avons fait du surplace. Oui. Nous n'avons pas bougé. Et puis, je voudrais quand même relever quelque chose ici. Vous me permettez de dire que lorsque nous évoquons des sujets de ce genre, ce n'est pas toujours pour accuser les autorités. Oui. Nous sommes tous comptables de ce qui se passe. Parce que si nous nous impliquons dans la gestion de ces choses, nous-mêmes, en tant qu'individus, nous pouvons arriver à débloquer des choses qui coincent. Mais nous ne le faisons pas. Donc, tous les peuples sont comptables de ces affaires. Je vais en Centrafrique, en 1994, je vais à l'ambassade, je demande le visa, on me dit non, en tant que Camerounais, vous n'avez pas besoin de visa pour aller à Bangui. Je voyage, mais quand j'arrive à la porte de Bangui, on me demande de payer 1000 francs pour mon visa d'entrée. Oui. Vous voyez? D'accord, c'était plus un problème de corruption. Non, ce n'est pas seulement de corruption, mais c'est pas, je reviens toujours sur le mot structurel. C'est-à-dire que nous n'intégrons pas les concepts que nous nous donnons. Nous ne respectons pas nos lois. Les lois que nous imposons. On a ce problème de libre circulation qui se pose, mais davantage le franc CFA, parce que on savait à un moment c'était au cœur des débats au niveau donc de cette instance, mais on voit que rien n'évolue de ce côté-là. Quel est donc le bilan qu'on peut poser à ces 30 ans? En fait, l'intégration, la CEMAC est réussie sur 2 volets. C'est la langue française que nous parlons et le CFA que nous partageons. Le reste, c'est complètement à côté. La difficulté se situe à ce niveau. Parce que le français, on l'utilise partout, de part et d'autre dans les frontières. Et puis la langue française, elle est utilisée partout en dehors de la Guinée équatoriale. Donc voilà les 2 petites intégrations réussies. On saurait donc dire qu'il y a une véritable avancée. Maintenant, au niveau du franc CFA, j'aurais quand même un avis assez mitigé pour la simple raison que lors du dernier sommet, nous avons quand même assisté à une avancée. Parce que lorsque la Centrafrique met en place, on dit le Centrafrique, la République centrafricaine met en place les bitcoins, le Sango, la Centrafrique a été suspendue. C'est une république qui a connu une suspension, elle a été sanctionnée. Et lorsqu'elle arrive pendant le sommet, je m'attendais véritablement à ce que ce soit un tollé, mais bien au contraire, les pères africains de la BEAC ont pris à bras le corps ce problème et on a trouvé des voies de contournement, d'amortissement qui permettaient que tout en étant en zone CFA, que la République centrafricaine puisse librement utiliser son Sango. Donc ça a été une certaine avancée, hein, à mon sens. Même si au niveau de la BEAC, la France qui a encore des structures, qui tient encore des structures de souveraineté, y est toujours. Donc parce que je savais la France présente la BEAC, je ne me serais pas attendu à ce qu'il y ait cette porte ouverte, n'est-ce pas, au Bitcoin. Alors, quand on parle donc d'économie intégrée, je peux penser que d'un moment à l'autre, il pourrait arriver que vous vous retrouviez avec des Bitcoins quelque part aussi au Cameroun. Le Sango en train, n'est-ce pas, de faire le tour des marchés, ne serait-ce qu'au niveau de la circulation première, les achats premiers dans les marchés. C'est pas exclu. Mais aussi, lorsque vous voulez parler de justement cette histoire de monnaie, je crois qu'il y a une avancée. Parce que lorsque nous voulons, nous voyons un peu le paysage économique au niveau de la CEMAC, qui est déjà en train d'embrasser la CEAC pour une certaine fusion, c'est quelque part, même si on ne le dit pas, une mort programmée déjà de ce franc CFA, parce que lorsqu'on est dans la CEAC, on embrasse là toute l'Afrique centrale, où il y a une divergence de monnaie. Alors, lorsque vous appartenez déjà à cette intégration boursière, cette intégration financière, ce qui est certain, c'est que l'argent va se mettre à circuler de part et d'autre. Si ici, il nous est déjà donné de faire des courses en supermarché avec les euros, s'il nous est donné ici d'avoir le change avec certaines autres monnaies, mais lorsque les économies sont déjà intégrées, il ne sera plus exclu de voir certaines choses. Je voudrais m'attarder sur le cas, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, la BDCAO, où il y a le Naira, il y a le CFA et le CEDI ghanéen. Les économies fonctionnent à merveille. Pourquoi pas en Afrique centrale? D'accord, ça veut dire que c'est possible. On va prendre votre avis un tout petit peu. Un petit avis, je vais le dire ainsi, et puis directement vous entrez dans votre une. Non, ce que je veux dire, c'est que si on observe du côté de l'Afrique centrale, je pense que le bilan est largement mitigé encore, parce que oui, on peut dire qu'il y a quelques avancées, mais on va dire que pour l'instant l'Afrique centrale reste à la traîne, c'est-à-dire avec la CEMAC reste à la traîne par rapport aux autres organisations des autres sous-régions. L'Afrique centrale reste quand même la sous-région qui est le plus à la traîne en termes d'intégration et en termes même d'évolution, parce qu'on va dire qu'il y a
j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réelle volonté politique de la part de nos dirigeants de s'intégrer. Chacun veut encore rester dans, je peux dire quoi, son coin, veut rester dans son coin, veut fonctionner tout seul. Et vous voyez généralement, même on a encore des difficultés du côté du Gabon, vous allez voir, on chasse les Camerounais de ce côté là-bas, vous partez en Guinée, on chasse les Camerounais pour dire que non, vous venez chercher du travail ici, or qu'on devait dépasser ce niveau-là, parce qu'on est allé dans une sorte d'organisation qui devait nous permettre une sorte de transnationalisation, c'est-à-dire qu'on devait en quelque sorte réduire les frontières pour pouvoir avoir une sorte de libre-échange entre les peuples. Mais on a l'impression que ça n'évolue pas, on reste encore dans une organisation qui reste plutôt une organisation politique, mais pas une organisation qui intègre les peuples dans le cadre de la libre circulation, dans le libre-échange. Parce que on doit, je dis, c'est même une aubaine, parce que c'est même une aubaine d'avoir une sous-région, d'avoir une telle sous-région, même pour le commerce. On peut décider de façon, je peux dire, politique, que tel peut produire telle chose et vendre dans toute la sous-région, tel peut produire telle chose et vendre dans la sous-région, et ça fait développer l'économie des différents pays. Mais vous allez voir que ces pays échangent très peu entre eux, et échangent beaucoup plus même avec les pays où ils doivent traverser la mer pour aller prendre un certain nombre de trucs. Je vais dire, pour ma une, je pense, je vais parler des défis actuels au niveau des communes et du financement. Je dis oui, on parle de 115,9 milliards, c'est déjà quelque chose, mais il va falloir qu'on pousse encore beaucoup plus, parce que je dis l'avenir du Cameroun se trouve dans en quelque sorte la décentralisation. C'est là que ça se retrouve, parce qu'il va falloir que les communautés, les collectivités territoriales prennent beaucoup plus la gouvernance en main, parce que dit encore qu'aujourd'hui on va rester avec une gouvernance centralisée, c'est-à-dire que ce sont les ministères, c'est la présidence qui va prendre les décisions pour régler les problèmes des populations. Je pense que ce n'est pas possible, parce que on sait aujourd'hui qu'on a, lorsqu'on parle des collectivités territoriales, c'est rapprocher l'administration des administrés. Bon, on doit permettre aux populations de ne plus aller réclamer loin ici au sommet, c'est-à-dire les problèmes de route, les problèmes de salles de classe, les problèmes d'enseignants, mais de s'adresser directement aux responsables, aux gestionnaires de leur collectivité pour résoudre les problèmes sur place. Et je pense qu'on doit pousser beaucoup plus le bouchon de ce côté-là, et qu'on doit véritablement redistribuer les 15% qu'on doit octroyer aux collectivités territoriales pour que ceci ait une véritable autonomie, non seulement au niveau des finances, mais au niveau de la gestion des populations, c'est-à-dire mettre les voiries urbaines et tout le reste. Parce que moi je vois, on se retrouve avec des ministères normalement qui devraient disparaître, qui devaient plus rester les collectivités territoriales faire le travail. D'accord. Martial Biona, vous pensez que cette décentralisation peut être effective définitivement? Est-ce que vous pensez que ce sera le cas? C'est vrai que le verbe conjugué ici au futur, est-ce que vous pensez véritablement que ce sera le cas? Je crois quand même qu'en mettant en place un cadre de décentralisation, le président de la République en mettant en place un cadre de décentralisation a jugé de l'importance d'accorder une gestion particulière à ces entités-là, dans le souci de développer davantage. Aujourd'hui, la décentralisation se heurte peut-être à quelques entraves, mais c'est le lieu quand même de constater que le gouvernement à son niveau fait des efforts. Vous savez, je le disais encore il y a peu, que le Cameroun est dans une sorte d'économie de guerre. On est dans un processus de reconstruction ça et là. Il y a de nombreuses questions qu'il faut résoudre. Donc du coup, avec les financements qui sont disponibles, on essaye de faire quelque chose et mettre à la disposition, ne serait-ce que quelque chose de symbolique pour déjà... C'est parce qu'il est important de rappeler aux administrateurs des collectivités territoriales décentralisées que les 15% ne signifient pas qu'à leur niveau, ils doivent arrêter de faire des efforts. Parce que le Code général sur la décentralisation autorise les communes à nouer des partenariats même entre elles, et même au-delà. Donc, on est donc dans cette approche-là où il y a un accompagnement de l'État qui est là, mais davantage, les CTD devraient aussi gagner à mettre en place des dynamiques qui permettent de développer leurs collectivités respectives. Et justement, à cette question, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup qui se cantonnent et puis se disent que bon, on n'a rien reçu, du coup il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas de véritable moyen de mettre à profit peut-être les élites de la localité, ou tout simplement mobiliser la population de sa commune pour pouvoir réaliser des projets
important pour la commune? Est-ce qu'il faut forcément attendre que la manne tombe, selon vous, Gabriel? Je ne crois pas que cela puisse permettre l'évolution et le développement des collectivités décentralisées. Ce n'est pas possible. Il faut bien autre chose. Et puis, ces collectivités, en réalité, n'attendent pas grand-chose de l'administration centrale. Oui. Parce que il faut qu'on se comprenne sur la base. La base, c'est que les fonds alloués aux communes sont issus de la collecte des impôts destinés aux communes. Maintenant, si on interpelle les communes, on leur demande de faire plus, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale à leur niveau. Vous voyez? Bon, alors, s'il faut élargir l'assiette fiscale à leur niveau, il faut plutôt créer les structures de développement, c'est-à-dire, par exemple, des plantations communautaires, des structures, ainsi de suite, de développement. Là, on est sur... nous sommes sur notre... nous sommes sur notre affaire, c'est-à-dire que nous avons raison de le faire, mais les accuser de ne rien faire, quand elles sont en train de demander qu'on leur reverse ce qui leur revient de droit, là, il y a problème. Elles ont raison de demander qu'on leur reverse ce qui leur appartient. Maintenant, à elles de se développer, et même de nouer des partenariats, comme vient de dire le copanéliste, n'est-ce pas? Même à l'extérieur. Mais déjà au début, tout au moins à la base, c'est-à-dire que si 1000 francs sont destinés aux communes, que chacune reçoive son bien de 1000 francs. Bon, si elles n'ont pas ces biens, elles ne peuvent même pas déjà faire ce que nous disons, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas créer des structures de développement. Il faut leur laisser les coudées franches. D'accord. Mais Michel Dikoumé, il y a quand même d'aucuns qui évoquent encore la thèse des mains liées. Ils disent que accomplir de grands projets reste un véritable challenge parce que même lorsqu'on dispose des moyens, il y a toujours beaucoup de comptes qu'il faudrait rendre. On ne peut pas agir simplement comme ça. Est-ce que dans ce sens, vous pensez que la décentralisation peut véritablement être effective aujourd'hui au Cameroun? Non, madame, je voudrais rectifier quelque chose. Oui. Lorsqu'on dit qu'il y a décentralisation, cela ne voudrait pas dire qu'on a totalement laissé les mains libres à la commune. Il y a un gouvernement central qui fonctionne encore, duquel, n'est-ce pas, nous attendons des implémentations. Donc, lorsque vous êtes à la tête d'une commune, vous devez certainement chercher des niches de développement. Vous attendez les 15% qui vous sont dus, mais aussi vous avez des comptes à rendre. Vous avez été élu, vous avez des comptes à rendre au peuple, vous avez des comptes à rendre au gouvernement central, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans le socle de la décentralisation, le Camerounais, le citoyen lui-même, devient un acteur. Premier la décentralisation à travers les projets porteurs qu'il mène auprès de la commune, mais aussi devient le gendarme même de ce projet. Donc c'est pour vous dire que le maire a des responsabilités, il a des comptes à rendre aux populations et également quelque part au gouvernement central. Les documents du Minevel sont très clairs là-dessus, à savoir que le fait d'être grand-mère ou d'être à la tête d'une commune ne vous laisse pas, n'est-ce pas, la liberté totale de faire ce que vous voulez. Non, il y a des cahiers de charges. C'est aussi ça, hein, le fonctionnement d'un État. Ce n'est pas le libertinage. Il y a une liberté d'entreprendre, mais aussi il faut respecter, n'est-ce pas, certains canons. Et comme disaient déjà les panélistes avant moi, nous avons la liberté, n'est-ce pas, de coopérer avec des communes. Oui. Nous avons des opérateurs économiques dans nos communes. Nous avons donc maintenant la coopération internationale décentralisée toujours dans les communes. Et lorsque vous allez chercher des marchés ou des partenariats à l'extérieur, retenez que le tout est coordonné, qu'on le veuille ou non, par le MIREX. Et c'est le MIREX qui vous donne maintenant un autre accord, parce que c'est lui qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme coopération au Cameroun, oui, qui vous permet maintenant de rentrer librement en contact avec vos nouveaux partenaires et de faire ce que vous voulez dans votre coin. Mais on a souvent un peu comme l'impression, c'est vrai, je vais un peu blâmer les maires, que la majorité ne sait pas concrètement ce qu'on doit faire, comment s'y prendre. Il y a ça aussi. Donc, je dis souvent, quand ça ne va pas, on est entouré de conseillers, on est entouré de collaborateurs. Ensemble, il faut toujours qu'il y ait des réunions élargies qui permettraient des débats en plénière au niveau de la commune pour, n'est-ce pas, trouver des canaux de développement, d'abord de manière cognitive, ensuite de façon pratique. Alors, lorsque vous restez dans votre coin parce que vous attendez ce que le gouvernement central va vous envoyer, je crois que quelque part, vous ne comprenez pas très bien pour quelles raisons vous êtes à la tête de votre mairie. D'accord, peut-être on va embrayer directement avec votre une,
pour évoluer? Oui, c'était sur le quotidien de la santé, où c'était le docteur Viviane estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de postes de responsabilité pour les femmes au santé. Il n'y avait que 20% de femmes dans les services centraux. Oui, ce n'est pas un problème lié rien qu'au ministère de la Santé. Déjà sur ce plateau, pas avec vous, mais avec un collaborateur, je soulignais le fait qu'il fallait quand même tenir compte des postes de décision au Cameroun par rapport aux dames. Et j'interpellais ici le président même de notre patronat, le ICAM, de voir un peu, lorsqu'il essaie de regarder sa cartographie, combien véritablement d'entrepreneurs femmes s'y trouvent. Et j'ai interpellé les pouvoirs publics au niveau également du financement des hommes d'affaires du Cameroun à travers les lignes 91-94, combien de dames ont réellement bénéficié, comme les hommes aussi, de ces lignes-là, pour pouvoir connaître une éclosion économique. Donc, le docteur, quelque part, parle de quelque chose qui est assez réel. Simplement, nous interpellons nos hommes qui font le casting de comprendre que les femmes, elles disent merci, mais elles en redemandent encore. D'accord. Esaïe Ateba, c'est vrai qu'on vient de célébrer donc la journée dédiée à la femme, et même c'est le mois. Et donc, on parlait d'accélérer l'investissement chez la femme. Et donc, vont donc simplement parler également de cette égalité que revendiquaient les femmes 50-50. Est-ce que véritablement aujourd'hui on peut prétendre que la femme avoisine carrément les 40% même dans l'occupation des postes décisionnels dans notre pays? Non, je veux dire que c'est encore loin des 40%. C'est là on va peut-être blâmer ceux qui gouvernent, mais on va aussi blâmer la société, c'est-à-dire blâmer même les femmes elles-mêmes, parce que vous allez voir dans la façon dont les choses se passent aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes elles-mêmes veulent se mettre en marge d'un certain nombre de choses dans la société, parce qu'elles ont un certain logiciel qu'on a mis dans la tête. Peut-être la femme doit attendre le mariage et tout le reste, parce que vous allez voir, même quand on fait les études, lorsque vous évoluez à l'université, plus vous évoluez dans les études, plus le nombre de femmes se réduit quand même dans les études. Or que parfois elles sont plus brillantes quand vous voyez dans les classes. Elles sont brillantes, oui, vous allez voir. Quand même. Lorsqu'on fait la ratio, quand même, elles ne sont pas toujours, elles ne sont pas les plus brillantes. Vous allez voir, parfois elles sont parfois brillantes, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, selon le logiciel de la société, elles vont peut-être abandonner les études pour trouver facilement un mariage et tout le reste. Et vous allez voir aussi, même sur votre plateau comme ça, combien de femmes acceptent venir parler, même simplement de politique, combien de femmes acceptent venir faire un exposé intellectuel. Ça veut dire qu'il y a aussi les femmes qui doivent prendre en quelque sorte leur propre responsabilité, parce qu'il ne faut pas toujours qu'on blâme les autres à leur place, mais il faut aussi qu'on rappelle les femmes. C'est pour ça que j'ai dit le cadre du 8 mars doit aussi être souvent un cadre où on doit interpeller les femmes pour dire aux femmes, non, on ne va pas vous donner les choses. Parfois, il faut aussi aller les chercher, et beaucoup de femmes ne veulent pas le comprendre. Bon, il va falloir que les femmes changent ce logiciel, et au niveau aussi de l'administration, qu'on essaye un peu de donner ces facilités pour faire comprendre, parce qu'il faut aussi qu'on fasse passer le message aux femmes que vous êtes des humains à part entière, vous êtes des gens qui peuvent apporter un plus, surtout que c'est un grand pan de la population, et mettre ce pan de la population en marge, ça fait même que même notre développement économique est en quelque sorte impacté de façon négativement. Bon, il va falloir que les femmes s'impliquent elles-mêmes et que le gouvernement encourage les femmes dans ce domaine-là. D'accord. J'ai quand même un petit souci, parce que lorsqu'on voit souvent les projets qu'organisent les ministères ou certaines personnalités pour aider, porter soutien aux femmes, c'est toujours des petites choses, des petits métiers comme cuisine, je vais dire ménage, on fait des manicures, pédicures. Ce n'est jamais des projets comme comptabilité, informatique, quelque chose qui pousse la femme par exemple à se surpasser. Pourquoi pas des projets même en politique, et pourquoi réduire toujours la femme dans ce carcan qui voudrait qu'elle soit reliée aux choses de la maison, la couture, les petites choses ainsi? Martial. Claudia, vous savez, c'est assez difficile de le dire, mais aujourd'hui, on a une tendance à observer que la femme a été banalisée dans notre société. Oui. Banalisée sur divers aspects, que ce soit sur le plan intime, le plan professionnel, dans tous les aspects de la vie dans notre société. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation-là? Isaïe le rêvait déjà tout à l'heure, lorsqu'il parlait d'une sorte de logiciel. Et je crois que je vais revenir dessus, parce que moi, j'ai pu observer des festivités liées à la célébration de 8 mars, aussi pompeuses, riches en sons, en couleurs, en boissons, en nourriture, en pain qu'on soulevait ça et là. Et la première chose qui m'a un peu intrigué, c'était, mais on a dit investir, c'était quoi le thème? Investir en faveur des femmes, accélérer le risque. Investir en faveur des femmes,
et accélérer Le rythme. le rythme. Je crois qu'on aurait peut-être dû dire aux femmes qu'il faut forcer l'investissement et accélérer le rythme de leur vie. Pourquoi je prends cet aperçu des choses? Parce que la femme en elle-même, elle a un grand rôle à jouer. Nous ne sommes plus dans l'imagerie traditionnelle qui laissait penser que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et nous nous rendons compte qu'à travers des activités comme la fabrication du savon, ça et là, on reste dans cette mentalité que je vais même juger primitive, où il faut balkaniser la femme et lui donner l'impression que son rôle à jouer se limite à des tâches, je ne sais pas l'expression que je vais prêter, mais élémentaire. des tâches élémentaires, Oui. vraiment. Des tâches élémentaires où on va dire, il faut faire la vaisselle, il faut s'occuper des enfants, il faut nettoyer la maison. Non, on doit changer de logiciel. La femme en premier doit se mettre en avant-poste et comprendre la place et le rôle qu'elle doit jouer. Je suis un peu outré. Je ne sais pas si vous arrive souvent de sortir le week-end, parce que moi je le fais, pour observer comment les gens vivent au quotidien. Vous allez vous rendre compte que quand vous entrez dans un snack bar, sur une table, vous allez trouver généralement peut-être 2 garçons ou 3. Autour, il y a une dizaine de filles. Et quand vous, plus longtemps vous restez, vous allez vous rendre qu'à la fin de la soirée, il y a une situation qui va naître. Parce que celui qui vous prend en charge voudrait vous donner les orientations selon les moyens qu'il a mis en jeu pour vous. Et c'est dangereux. C'est pour ça que je vais dire à la jeune fille camerounaise cet après-midi qu'il faut qu'elle sache ce qu'elle vaut. Vraiment, il n'y a pas de honte à vendre la banane en bordure de route, ou à vendre le caramel, ou bien à faire le kosamo, les sucettes. Il n'y a pas de honte. À partir du moment où cela nous assure une certaine indépendance financière, une certaine tranquillité d'esprit, une certaine liberté de s'exprimer. Pourquoi je parle de liberté de s'exprimer? Parce que observez dans des foyers où le mari généralement travaille généralement, la femme doit être cantonnée à la maison à s'occuper de la maison et des enfants. À 80% des cas, ce monsieur ne respecte pas sa femme. Le langage qu'il utilise vis-à-vis d'elle est très dur. Parce que pour elle, pour lui, au-delà de celle qui peut lui accorder un plaisir le soir, quand il en a envie, il y a aussi la ménagère qui doit se taper toutes les tâches de la maison. Il faut que ça cesse. Il faut que la femme comprenne le rôle qu'il a joué et l'homme doit l'accompagner dans ce processus. D'accord. Merci beaucoup pour votre avis sur la question. On va terminer avec vous. Peut-être vous allez couler un petit commentaire. Est-ce que véritablement la femme peut aujourd'hui, autant que l'homme? Et bien sûr, vous allez faire le choix de votre une si vous en avez une. Bon, pour la une, j'ai pu déjà dire que ça a été assez précipité. Je n'ai pas retenu pratiquement une, en dehors de celle qui concerne le prix du cacao qui est passé à 4 000 francs. Bon, je n'ai pas grand-chose pas grand-chose à dire dessus. Mais s'agissant de la place de la femme, le 8 mars déjà, je disais à ceux qui voulaient ouvrir des polémiques là-dessus, je leur disais... mon avis est qu'il y a un rapport de complémentarité entre l'homme et la femme. Mais la femme se banalise elle-même. Ça, nous ne le dirons jamais assez. Tous les compagnonnistes sont d'accord là-dessus. Parce que la femme pense que c'est uniquement sa beauté qui doit être l'objet une industrie, l'industrie qui va développer le pays. On n'a rien à faire avec la beauté. C'est vrai que vous avez quand même affaire avec la beauté, mais ça ne compte pas. Permettez. La beauté ne peut pas développer un pays. C'est comme le football. Vous allez regarder un match de football, vous avez vu comment Samuel Eto'o a dribblé tel et tel, a marqué de 100 buts, et puis vous êtes rentré chez vous. Et puis vous avez faim. Point. Qu'est-ce que vous avez gagné là-dedans? Rien. Je vous vois, vous, Claudia, vous êtes jolie. Et puis après, ça met pas le riz dans la marmite. Bon, alors moi j'ai dit, il y a un rapport de complémentarité entre la femme et l'homme. La revendication tapageuse que la femme fait n'a pas sa raison d'être. Excusez-moi, la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Oui. Prenez-vous en charge, vous l'avez dit. Les sociétés qui sont développées dans le monde aujourd'hui ne sont pas les femmes. Mais nous, en Afrique, nos femmes sont cantonnées sur la beauté. Et c'est ça notre malheur. C'est pour ça que nous sombrons. Le sous-développement des pays africains est tributaire du comportement des femmes africaines. Élevez-vous.
Nous vous interpellons. Nous vous interpellons. Ne vous demandez qu'on vous donne quoi? Est-ce que ça se donne? On ne peut pas vous donner. Vous avez dit investissement en faveur des femmes. Qui va vous donner cet investissement? Allez le chercher là où il se trouve. Vous comprenez? C'est ça, ce n'est que ça que moi je dis toujours aux femmes. Et ça, je le dis à mes filles. J'en ai des filles. Et moi, je leur dis, ok, elles sont toutes étudiantes. Oui, vous allez apprendre. Mais ça ne suffit pas. N'allez pas rester chez vous pour dire, moi je suis jolie, et puis j'ai ma licence, j'ai ma maîtrise, et tout, et puis, enfin, mais mon quelquefois master. ça paye, hein. Quelquefois. Vous l'avez dit, justement, vous dites quelquefois. Ça paye pour certaines. Oui, justement. Quelquefois, vous connaissez les profits, mais bon. Dans une proportion infinitésimale. En même temps, il faut s'élever, et même lorsqu'on parle d'égalité ou tout simplement d'avoir accès à certains postes, il ne faut pas quand même oublier aussi que la responsabilité quand même de la maison repose en grande partie sur la femme. Le dynamisme. Donc, on doit pouvoir jouer. C'est comment je peux dire, c'est que moi je peux dire, lorsqu'on parle même du 8 mars, le 8 mars est né d'une revendication des dames qui revendiquaient de meilleures situations salariales. Non mais attendez, ça veut dire que ça veut dire que les dames peuvent arracher des choses. Elles ont déjà eu arraché. Vous permettez? Elles arrachent au fur et à mesure. Excusez-moi, c'était mon tour de parole, ne me coupez pas. Quelques secondes. En quelques secondes, je voudrais resituer l'histoire. Il s'agit d'un problème de race aux États-Unis d'Amérique où le nègre ne doit pas être assis pendant que le blanc est debout, et y compris les femmes. Or, la femme doit être assise pendant que l'homme est debout. Et une femme blanche et noire est assise, on dit s'est levé, elle dit jamais. Elle s'interpose. C'est là. C'est-à-dire qu'elle suscite quoi? La révolte. C'est-à-dire la prise en charge de soi. C'est-à-dire, je dis, je suis une femme comme les femmes blanches, je suis un être humain, vous me respectez comme tel. Voilà. Le contexte social au Cameroun n'est pas le même. Ici, nous avons des femmes scolarisées, nous avons des femmes diplômées dans tous les secteurs d'activité. Ça, on ne saurait dire non. Mais on a un problème, c'est que les hommes ont été nos dévanciers. Parce qu'après la colonisation ou pendant la colonisation, on a eu un problème. C'est que les colons ont tenu compte de notre anthropologie. C'est-à-dire que l'anthropologie qui voulait que la femme soit reléguée au second plan et le monsieur en avant. Et ils ont occupé les premiers postes. Et jusqu'à présent, nous avons donc une difficulté. C'est qu'ils sont toujours... Oui, ils sont toujours à ces postes-là et les femmes sont scolarisées aujourd'hui. Non, permettez, les femmes le font. Je vais prendre le cas des petites dames. Dans les petits quartiers, elles ont compris qu'elles ne peuvent pas tutoyer les grandes économies. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent en association. Dieu seul sait qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Elles ouvrent un compte commun, un compte communautaire, qui permettrait qu'elles portent le gros lot et qu'elles puissent bénéficier, n'est-ce pas, de certains crédits. La femme intellectuelle, elle a un problème. Nous sommes nommés. On ne dit pas non, mais pas autant que nous le voulons. C'est ça le véritable problème. Vous demandez qui nomme? Ce n'est pas les femmes qui font le casting. Je vais prendre le cas du gouvernement. Il y a combien de dames? Les dames n'iraient pas elles-mêmes se faire nommer. Les postes de décision. Les postes de décision, c'est ce que nous voulons. Parce qu'il y a des postes de direction au niveau de la pression. Le poste de décision permet, n'est-ce pas, de changer de direction, de changer de main. C'est ce que nous voulons. Je suis même totalement d'accord. Nous parlons ici pas de domination, nous ne parlons pas d'égalité, mais de parité. À diplôme égal, salaire égal. Ça, ce sont les textes qui le disent. Mais au niveau de l'applicabilité, il y a des sérieux problèmes. Juste une petite anecdote. Claudia, juste une petite anecdote en 5 minutes. Je vous dis, je fais non, dans 5 secondes. Je fais la comptabilité de je dois dire en bas. Je vous assure, le bar a fait plus de ventes le jour du 8 mars. C'est parce que les femmes pensent plus à la fête que à la réflexion. Les femmes doivent faire la pression. Rien ne se donne. Aujourd'hui, on a un problème, peut-être, je vais dire, de gérontocratie, ou bien peut-être les vieux bloquent les postes et les jeunes n'avancent pas. Les jeunes doivent aussi revendiquer, tout comme les femmes doivent demander. Bon, je ne vais pas dire revendiquer, mais faire une sorte de pression pour avoir ces postes. On comprend qu'il faut se distinguer pour les femmes, il faut se distinguer. Petit à petit, les choses se font, petit à petit, les femmes gagnent du terrain. Mais il ne faudrait pas qu'avec ces occupations, elles oublient quand même la maison. Parce que c'est aussi pourquoi la société devient de plus en plus déliquescente. Oui, avec des jeunes, des enfants qui n'ont pas d'éducation parce que tout le monde sort, tout le monde veut prouver, tout le monde rapporter l'argent. Et donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Véritablement que la femme garde la main à ce niveau malgré ses postes. Et c'est pourquoi que ça peine encore à décoller parce que la femme doit aussi avoir certaines responsabilités. Dans tous les cas, il ne faudrait pas que les femmes mélangent les choses.
Donc, il y a les places, il y a la place qu'on veut, mais également la place qui doit être. La complémentarité. D'accord. Merci beaucoup pour ces brillantes idées quant à ces sujets déjà évoqués sur ce plateau. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Nous avons à présent ce sujet sur lequel nous avons placé le curseur. Nous allons l'aborder juste derrière cette transition. C'est un conflit. Ok, parlons de politique aujourd'hui, cet après-midi, fidèles téléspectateurs, puisque vous êtes avec nous, vous l'avez constaté, plusieurs journaux doivent aborder cette situation, tout simplement, ces échéances électorales qui s'opposent à nous, on le sait, 2025, c'est l'année où tous les dés seront jetés. Et du coup, on observe quand même un mouvement sur la scène politique et les alliances qui sont donc créées. On a également des particuliers, chacun qui voudrait occuper une place et chacun qui voudrait être à la tête, reformer son parti. On a vu avec le premier journal, c'était Le Quotidien, qui nous parlait déjà de ce rassemblement de l'UPC, des membres de l'UPC pour tabler donc sur le parti des prochaines échéances électorales. Et c'est dans ce moment que nous avons donc choisi d'aborder la question, est-ce que ces partis politiques peuvent donc renverser la tendance pour 2025? Est-ce que les stratégies adoptées par tous ces différents partis politiques peuvent donc garantir un succès ou alors plus de représentativité lors des prochaines échéances? On va commencer bien sûr à parler de l'UPC avec le journal Le Quotidien, donc puisque c'était le premier journal qui a été abordé, l'UPC aujourd'hui, qui affûte donc ces stratégies, nous rapporte le journal, et choisit donc de s'allier au RDPC pour les échéances 2020. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que véritablement, est-ce que c'était pas quelque chose, on s'attendait à cela quand même? Mais lorsque vous parlez de l'UPC, je voudrais savoir de quel UPC déjà vous parlez. Bon, l'UPC version Bapolipol. Parce qu'il y a plein de guerres intestines au sein de l'UPC. Bon, Bapolipol, c'est vrai, on nous l'a toujours collé, mais on a perdu de vue que l'honorable Bapolipol, c'est un Camerounais qui peut très bien être PCA d'une société d'État, oui, indépendamment de ce qu'il soit de l'opposition. Parce que lorsque l'on fait un casting ministériel, on ne nomme pas que les militants du RDPC. Lorsqu'il y a le casting au sein de l'administration centrale, on ne nomme pas que les militants du RDPC. Donc tout Camerounais pourrait, n'est-ce pas, être candidat à des postes à pouvoir. Maintenant que le parti UPC de M. Bapolipol, l'honorable Bapolipol, veuille s'allier au RDPC, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Nous sommes aujourd'hui, pas seulement au Cameroun, au niveau de l'échiquier mondial, c'est la salve des présidentielles. La Russie, le Sénégal, le Tchad tout à côté, et le Cameroun aujourd'hui. Et la politique, en fait, c'est quoi? La politique, c'est une stratégie de conquête de pouvoir qui souvent se noue autour des alliances, autour des accolades, des alliances même, lorsqu'on estime qu'on ne trouve pas son compte. Donc, que l'UPC de l'honorable Bapolipol veuille faire partie de la majorité présidentielle, mais ce n'est que la bienvenue pour nous autres dans le RDPC. Cela dénote à suffire que le RDPC, qui a plus d'une corde dans son... plus d'une corde dans ses stratégies, est bien vu de l'autre côté par l'opposition, dans la mesure où en temps d'élection comme en temps de non-élection, le RDPC est toujours sur le terrain de la conquête. Le SIG du RDPC, son Excellence Jean Kouété, nous l'avons vu lors du sommet politique, nous l'avons vu lors de la tournée des 10 régions où il se baladait avec son outil pédagogique qui est la discipline du parti. Nous l'avons vu plusieurs fois, n'est-ce pas, sur le terrain, accompagné, n'est-ce pas, de ses pairs et de nous autres, les militants qui sommes constamment dans les conférences de section. Je crois que l'honorable Bapolipol, qui a essayé de voir ça, a compris quelque part, s'il en vient à comparer son programme politique à celui du RDPC, peut-être quelque part il y a beaucoup de similitudes. Bon, pourquoi ne pas s'allier? Parce qu'en fait, ce sont les mêmes visions qu'il défend. Donc, c'est pas une très mauvaise chose. Quant aux autres qui sont aussi en train de s'allier, nous voyons plusieurs alliances de part et d'autre. Je crois que quelque part, les alliances sont d'abord faites d'affinités. Ils réalisent que quelque part, ça peut donner, essayer de renverser la vapeur, pourquoi pas. Mais bon, ce que nous constatons et que nous déplorons un peu, c'est certaines façons de faire.
Parce qu'on a comme l'impression que l'opposition au Cameroun, pour ne pas faire son procès, veut toujours maîtriser l'appareil électoral, maîtriser, n'est-ce pas, la gouvernance, sans pour autant l'influencer. Or, quand il y a un manque d'influence, la saisine, voire la maîtrise de l'affaire politique, échappe totalement. D'accord. Avant de parler des alliances, on va encore rester sur l'UPC, donc ce parti fort qui a fait donc les beaux jours au Cameroun. Je ne dis pas que l'UPC ne fait plus de beaux jours, mais on a quand même assisté à une dislocation, à une séparation en groupuscules. Et aujourd'hui, on voit quand même l'UPC qui, un temps soit peu, a perdu un tout petit peu de sa force, de sa vitalité d'antan, mais aujourd'hui qui veut s'allier au RDPC, tout simplement, qui s'allie officiellement au RDPC pour les échéances 2025. Quel est votre regard? Je veux dire que je vais essayer de parler d'une alliance contre nature parce qu'on ne pouvait pas imaginer que l'UPC originel puisse s'associer avec le descendant, je pense, c'est l'UNC, je pense bien, le parti d'Ahmad Joaïdjo. Et bon, en politique aussi, on ne va pas dire qu'il y a des ennemis éternels. Il n'y a pas d'ennemis éternels et il n'y a pas d'amis éternels. On peut être ensemble aujourd'hui comme on peut se séparer demain. Mais je pense que là, aujourd'hui, nous sommes, en cette période, nous sommes dans ce qu'on appelle les tractations politiques. C'est-à-dire, les gens veulent se positionner et au niveau des tractations politiques, il y a le marchandage politique, il y a le clientélisme politique et on peut assister à cela. Je ne sais pas si c'est une alliance pour une alliance de raison ou une alliance, je ne sais pas, de passion, mais on voit qu'ils se sont mis ensemble pour les raisons que seul Paul Dipot connaît, parce qu'on a l'impression que l'UPC aujourd'hui d'abord se déchire entre eux pour savoir qui est l'UPC originel, qui est le vrai UPC, ou bien il y a certaines personnes qu'on estime qui sont déjà beaucoup plus proches du pouvoir, qui font beaucoup plus amis avec le pouvoir, ce qui dénature un peu l'idéologie de l'UPC, qui en quelque sorte était l'un des plus grands partis au Cameroun, et on sait que ces leaders restent encore des nationalistes, restent encore des monuments pour je veux dire l'imaginaire populaire des Camerounais. Bon, ce que je veux dire, nous, c'est tout à fait normal qu'actuellement, à l'approche des élections, qu'on soit dans ce clientélisme, ce marchandage politique et dans toute autre tractation politique, que ce soit alliance et toute autre chose. D'accord, revenons aux alliances. Hein. C'est vrai que depuis un certain temps, on assiste à une sorte de création des alliances. On a premièrement l'alliance politique pour le changement de Jean-Michel Nietzsche, et puis cette alliance donc pour la transition politique au Cameroun de Billy. Ces alliances qui essayent de coopter davantage de personnes, et donc la tête, vous voyez, on a toujours ce problème qui se pose: qui sera à la tête de cette alliance? Et du coup, tout le monde, les uns les autres, s'entre-déchirent. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, on peut dire que ces alliances peuvent inverser la tendance, et qu'ils peuvent réussir? Est-ce que cette alliance peut réussir en fait, aujourd'hui? Claudia, je crois que vous avez identifié des entraves à ce qui empêche l'opposition de connaître un succès dans sa quête de la magistrature suprême. Oui. Le regard que j'ai un peu, c'est un regard amusé parce qu'à l'approche de chaque fois qu'on annonce des échéances électorales, on a toujours assisté à ce petit phénomène-là, du côté de mes amis de l'opposition. Ça a toujours été ça. On se souvient, en 2011, on a entendu parler des G11. En 2018, on a entendu parler du G20. Oui. Donc, la finalité, c'est quoi? Vous observez qu'à date, on est toujours dans la même situation. On est toujours devant les mêmes faits. Si l'opposition camerounaise veut véritablement acquérir la magistrature suprême, je crois qu'elle devrait travailler sur deux aspects: la gestion du leadership et la question de l'intégrité financière. Parce que n'oubliez pas, la politique est un jeu d'intérêt. Quand on observe le paysage politique au Cameroun, c'est ça la finalité. On entre en politique parce qu'on a quelque chose, on a un objectif qu'on veut atteindre. Vous avez lu le livre vert de Kadhafi, où il parle de la politique du ventre? C'est un peu à ça que la politique à la camerounaise fonctionne. Donc les gens sont beaucoup plus intéressés par les intérêts qu'ils ont à gagner que par la réelle dynamique d'acquérir la magistrature. C'est pour ça que je dis, toutes ces alliances-là, pour moi, c'est quelque chose de farfelu. Il n'y a rien de sérieux dedans. On a toujours assisté à ça. Il n'y a rien
vraiment sérieux. Il n'y a pas de la matière à tirer dedans. Pour revenir, pour sortir, déjà ces alliances-là, elles ont été dissoutes par le MINAD dans un communiqué il y a peu. Parce que vous avez la loi 056 du 19 décembre 90 portant création, organisation et fonctionnement des partis politiques au Cameroun. Nulle part il est indiqué qu'une alliance politique est quelque chose qui est soumis à la loi. Il n'y a pas de contours qui encadrent la faisabilité de la chose. Et puis, quand vous revisitez l'article 9 de cette loi de 90, il y a une section qui appartient aux sanctions et aux interdits. Ne peut faire ci ou ça. Donc, aujourd'hui, le véritable problème que les partis d'opposition ont, c'est comme j'ai dit, c'est le leadership et la question de l'argent. Parce que dans les partis politiques, on dit, c'est tout le monde qui dit, il faudrait que ce soit moi qui sois président. Tout le monde se questionne qui va gérer l'argent de la campagne, qui va gérer l'argent de ci ou ça. Donc, ces petits égouts-là ne permettent pas une réelle dynamique et des alliances vraiment de poids. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'opposition est solide? On a vu la sortie du MINAD, la mise en garde, je vais même dire, le veto qu'a posé donc le MINAD quant à ces alliances qui s'y créent de part et d'autre. Est-ce qu'on peut dire donc aujourd'hui, ces alliances vont donc tenir face à cette intempérie pour 2019? 2025. 2025. 2025, voilà. pas 2019. 2025. En fait, à ce niveau, moi, je puis vous dire que la politique au Cameroun est régie depuis 1985 par un métronome. Celui qui donne le la et qui siffle la fin du match. Vous avez parlé du PC, de telle branche et de telle autre branche. Souvenez-vous d'Augustin Frédéric Kodok qui disait, quand on se noie, on peut s'accrocher même sur un serpent. Je ne sais pas si les Camerounais avaient perçu toute la portée de cette phrase. Il y a un métronome, il décide, il a tout. Tu sais donner toutes les cartes. Le parti politique au Cameroun n'existe que par rapport aux strapontins que chacun peut tirer, en fait, les dividendes dans la course électorale. C'est du pipeau. Il n'y a rien dedans. Chacun, on est habitué à ça depuis l'avènement de l'évagissement de la démocratie au début des années 90 jusqu'à ce jour. Il n'y a rien. Après 92, à partir de 92 jusqu'à ce jour, tout est fini. L'UNDP, c'est RDPC bis. L'ANC, c'est RDPC bis. L'UPC, telle branche et telle autre branche, et chacun cherche sa place, son stade, là où il peut s'asseoir. Et même MRC, c'est la même chose. On a beau raconter n'importe quoi, c'est pareil. Vous croyez que si vous dites à Kamto d'être Premier ministre aujourd'hui, il va refuser? L'histoire nous enseigne qu'il avait refusé. Hein, non, excusez, pas de polémique. Permettez. Je vous dis, à l'heure qu'il est, ce n'est pas possible. Parce que le RDPC est en train d'aller à la fin avec son créateur. Après, vous allez recommencer un autre Cameroun. Point. Aujourd'hui, notez quelque chose. Il n'y a aucun Camerounais qui travaille pour le Cameroun. Tous les Camerounais travaillent. Allez rencontrer un policier là dans la rue. Vous lui présentez votre dossier, le dossier de votre véhicule, il est correct, il n'y a aucun problème. Et puis, vous voulez me dire que je ne travaille pas pour le président Paul Biya? Tous les Camerounais travaillent pour le président Paul Biya. Aucun Camerounais ne travaille pour le Cameroun. Voilà, c'est véritablement ce problème qui se pose. On va poursuivre dans notre débat parce qu'on a vu quand même il y a beaucoup de thèses qui ont été évoquées et même la thèse de la succession. À un moment, on a donc brandi le fils du président de la République. Il s'agit de Franck Biya comme possible successeur du président de la République. Le journal L'Indépendant a bien fait de ressortir cette actualité.
Selon votre lecture, est-ce que vous voyez un président de la République? C'est vrai que c'est une personne qui est difficile à cerner. Est-ce que vous voyez quand même une succession pareille? Est-ce que vous voyez une succession avec une autre personne? Est-ce que vous voyez Franck Biya dans le jeu politique en 2027? Ça dit que, madame, vous me surprenez un peu. Vous avez, à vous entendre, l'impression que nous sommes dans une monarchie au Cameroun lorsque vous parlez de succession. Le régime, il est on emploie les termes qui ont été employés. Je sais qu'elle n'est qu'une caisse de résonance, mais parce que justement, elle reprend l'actualité. Elle reprend justement. Nous ne sommes pas dans une monarchie au Cameroun. Le Cameroun, c'est une république, nous le savons tous, et il y a son mode de gouvernance. Nous savons qu'il y a des successeurs constitutionnels qui sont à des postes stratégiques précis que nous maîtrisons. Donc, si le président de la République n'est plus là aujourd'hui, il y aura... Bon, si vous voulez peut-être parler de succession à la tête du RDPC, parce que quand on parle du RDPC, c'est une création du président Paul Biya, il est libre de faire, de trouver un successeur en interne. Le changement peut s'opérer à ce niveau. Mais depuis que je suis quand même dans le comité central, au comité central du RDPC, je pèse mes mots, je n'ai jamais entendu une telle information filtrée. Peut-être que c'est encore à des lieux où je n'ai pas accès. Mais je crois quand même que je suis à la communication de ce parti. Et lorsque nous communiquons, nous portons la voix du parti. Vraiment, jusqu'à présent, une telle information n'a pas filtré. Mais c'est quand même un jeune Camerounais. Oui, c'est un jeune Camerounais, je continue. Vous savez, la rue a ses réalités. Et la rue a sa vision des faits. La rue a ses lunettes. Il peut arriver que certains estiment que comme cela a été vu dans des pays alentours, peut-être qu'au Cameroun, cela arriverait. Mais sur ce coup dont je tiens à rappeler ici que monsieur Franck Emmanuel Biya est un jeune Camerounais. Il peut arriver que comme tout Camerounais, il veut y postuler. Mais bon, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais senti dans la politique, des balbutiements politiques. Aucun parti politique, même dans le RDPC. Même le franquisme qu'on a voulu coller à je ne sais même pas à quoi cela ramène. Il peut arriver qu'on soit sympathisant du RDPC, qu'on ait des écharpes. Moi, j'ai été à la confection des écharpes. Il est arrivé que des gens m'appellent qui sont sympathisants, me disent qu'ils veulent les écharpes parce qu'il y a des meetings. Gracieusement, je le leur offrais. Donc, ça peut arriver qu'on ait aperçu monsieur Emmanuel Biya avec une écharpe et qu'on estime. Pour le moment, je crois qu'il joue le rôle de sympathisant. Mais il ne s'est pas officiellement déclaré comme militant du RDPC. Merci beaucoup. Je continue avec les hypothèses, ce qui se dit dans la rue et ce qui se fait, ce qui se trame. On a également vu dans les journaux dernièrement qu'on a porté aussi une personnalité, on a attribué un parti politique à une personnalité. On a dit que cette personne était l'opposant, allait donc se présenter pour la présidentielle 2025. Je parle du SGPR. Et puis, cette information qui a donc été portée à l'attention de tout le monde, il y a eu des démentis, il y a eu beaucoup de personnes qui évoquaient dans la thèse de déstabilisation ou bien un acharnement contre cette personnalité du pays. Quel est votre regard sur cette actualité? Je veux dire que le silence du président trouble un peu tous les Camerounais parce qu'à l'approche des élections, si le président n'a pas encore dit un mot, alors on va aller dans toutes les supputations. C'est-à-dire chacun va aller de son analyse, de son idée de la succession ou bien des prochaines élections, parce que le président de la République nous avait un peu laissé dans un, je peux dire, dans un dilemme où il disait il va voir s'il peut se représenter où il y a au village. Bon, ça veut dire qu'il reste encore il a deux hypothèses. Et pour l'instant, on ne sait pas l'hypothèse qu'il a choisie. Bon, dans ce silence, il y a un peu les batailles parce que je vais vous dire, même au sein du RDPC, les gens sont prêts. Si le président dit que non, il ne part pas, il part au village. Il va falloir trouver un candidat au sein du RDPC pour pouvoir représenter le parti, et qui n'a pas d'ambition politique, qui ne veut pas être président. Je pense que tout ce monde-là, tous ces gens-là ont ces ambitions-là, mais ils ne peuvent pas quand même encore les exposer parce qu'ils ont encore un maître du jeu qui est le président de la République. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec mon aîné ici qui disait qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont en fait des succursales du RDPC. Et vous allez voir, lorsqu'un parti politique est un peu solide, là, le RDPC s'y mixe un peu, essaye de saucissonner ce parti pour qu'on ait ces batailles-là. Parce que vous allez voir, généralement, on a les bagarres et à gauche et à droite. Et moi, je veux aussi dire, à notre ministre du Minat, qui laisse un peu trop de zèle parce qu'on n'interdit pas des alliances. Les alliances ne sont pas des organisations, ne sont pas des associations. Mais les gens ont, je peux dire, le droit, parce que ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Voilà. Tout ce qui doit être interdit est mis dans la loi. Mais est-ce qu'il n'a pas l'œil d'un visionnaire? Il ne voit pas ce qui se prépare, parce que on a quand même assisté à la sortie du professeur Titi Edouard,
qui parle d'une transition. Il dit qu'il a été choisi lors de son interview qu'il a adressé, il a accordé à Radio France Internationale. Il dit qu'il a été choisi par certains hauts placés de l'État et la société civile pour être le président de la transition donc au Cameroun. Et il dit justement que il va donc assurer, il est libre d'assurer cette position. On se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se prépare. Est-ce que on a véritablement besoin de transition au pays au moment actuel où nous sommes, alors que tout fonctionne normalement? Martial Obioma. Vous allez peut-être trouver que je suis insultant, et à ceux que cela peut choquer, je tiens à m'excuser. Vous savez, quand on est passé par la case prison, c'est pas souvent évident. Et quand on sort, il y a des séquelles qu'on garde, et parfois ça peut nous rendre même schizophrènes. Nous donner l'impression de voir et de dire des choses qui, en réalité, ne sont pas ce qu'elles sont véritablement. C'est pour ça que j'ai dit on va m'excuser pour ça. Je ne sais pas qui a choisi le professeur Titus Edouard, où est-ce que ça s'est passé. De toutes les façons, je ne veux même pas savoir parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la lutte pour le pouvoir est quelque chose qui intéresse tout le monde. Même le marchand de beignets que vous allez croiser en bas de l'immeuble là, si vous lui donnez les moyens d'être candidat, il va le faire. Il va le faire. Maintenant, quand on dit que à l'intérieur, rappelez-moi un peu la question, c'était quoi? Est-ce que véritablement on a besoin de transition au pays? Est-ce que la transition même est à évoquer aujourd'hui au Cameroun? Déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de transition au Cameroun. À partir du moment où il y a une élection qui est à l'approche et qui, à l'issue du vote des urnes, permettra de savoir si c'est le président Paul Biya qui, si jamais il est candidat, il faut préciser, a gagné, ou alors c'est l'un de ses challengers. Je ne vois pas, je ne sais pas si on a besoin de parler de transition. Je crois qu'on a juste peut-être besoin de dire qu'on a peut-être envie de voir un nouveau visage pour ceux qui estiment que l'urgence d'avoir un nouveau visage s'impose. Je suis né dans les années 90 et jusqu'à date, je n'ai connu qu'un seul chef d'État, le président Paul Biya. Vous pensez peut-être que si du jour au lendemain de ces challengers remporte l'élection, je dirais non, si c'est pas, comme c'est pas le président Paul Biya qui est là, alors je vais cesser d'être Camerounais. Non, je vais continuer à être Camerounais. Mais aujourd'hui, l'élection est là, elle approche, et c'est à l'issue de l'élection qu'on saura si on reste dans le code Biya ou alors on a changé de cap. D'accord, merci. On sort avec vous, Gabriel Noah. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce sujet, cette transition politique, ou tout simplement de ces alliances qui sont faites? La dame a demandé tout à l'heure si on était en démocratie s'agissant du fils du chef de l'État. Et j'ai été tout à fait aise avec elle. En plus, je me suis posé la question de savoir si on est en démocratie. Si nous sommes franchement en démocratie, on ne devrait même pas évoquer l'affaire de la transition. On devrait aller tout simplement à l'élection. Et puis que les urnes se prononcent, que les Camerounais se prononcent à travers les urnes et qu'ils décident qui ils veulent. J'ai entendu parler du secrétaire général de la présidence de la République. Qu'est-ce que le secrétaire général de la présidence de la République a à voir avec... S'il veut être candidat, qu'il a créé un parti politique, ou alors, il peut même créer tout en restant... challenger. Il peut challenger, c'est son droit. Bon, ben... ça ne devrait pas être l'objet de supputation. Tout simplement, il y a un problème, c'est que j'ai l'impression que le président de la République, c'est mon expression à moi. Oui. C'est mon expression à moi. Oui, c'est très grave ce que je vais dire. Et je dis que, à moins qu'il ne choisisse de faire la politique de la terre brûlée avec des successeurs qui ne peuvent pas lui succéder, alors là, c'est autre chose. Mais si nous restons dans le cadre des normes, à moins d'aller dans l'histoire où on transforme les normes en écart, mais si on reste dans les normes, il n'y a pas de succession. Oui, qui organise l'élection? Merci beaucoup, merci Gabriel Noah, merci Martial Obioma, merci Michel Florence Dikoumé, merci également à toi Isaïe Ateba d'avoir été sur ce plateau et d'avoir partagé vos brillantes idées pour le bien de nos téléspectateurs. Merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir été nombreux à entamer ce voyage pour cette nouvelle semaine. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il est 13h sur les antennes de Cam10 Télévision
portez-vous bien, mais surtout, restez connectés.